Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une articulation vraiment centrale, le genou. On le voit souvent un peu comme une simple charnière, mais est-ce que c'est si simple? Est-ce que c'est un maillon faible ou peut-être, au contraire, la clé de notre posture? C'est une excellente question. Et pour y répondre, on va s'appuyer sur une analyse assez fouillée qui croise deux approches vraiment intéressantes. La méthode Stott-Pilates, qui est une version, disons, contemporaine et très informée par l'anatomie du Pilates, Mhm. et puis les travaux fondateurs de Florence Kendall sur l'analyse de la posture et des muscles. D'accord. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre pourquoi ce placement du genou, ce placement précis, est si important. Pas juste pour l'esthétique pendant un exercice, mais vraiment pour l'efficacité de nos mouvements et, sur le long terme, pour la santé de nos articulations. Exactement. On va regarder comment ces idées s'appliquent concrètement, que ce soit au sol, en mat work ou sur les fameux appareils Pilates, le reformer, la chair, le barrel. Tout à fait. L'idée, c'est de voir comment la rigueur presque diagnostique de Kendall peut venir affiner l'approche très dynamique de Stott Pilates. Comment on peut transformer un exercice qui semble général en quelque chose de très ciblé. Une sorte de rééducation neuromusculaire, justement pour ce genou qui est assez complexe. Bon, alors commençons par Stott Pilates. Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Vous disiez une méthode qui intègre l'anatomie, la biomécanique moderne. Oui, c'est ça, elle repose sur des principes fondamentaux assez clairs. D'abord, trouver une position neutre pour le bassin et la colonne vertébrale. Ensuite, l'engagement des muscles profonds, ce qu'on appelle souvent le centre ou le powerhouse. Le transverse, le plancher pelvien. Voilà, exactement. Et puis une utilisation très consciente de la respiration diaphragmatique. Tout ça crée une base très stable pour l'ensemble du corps. Et le lien avec le genou alors? Il est direct. Ah oui, il est fondamental. Prenez juste la neutralité pelvienne. Si le bassin, par exemple, bascule trop vers l'avant, on parle d'antéversion, ça peut entraîner une petite rotation interne du fémur, l'os de la cuisse. D'accord. Et cette petite rotation, même légère, elle modifie l'alignement du genou juste en dessous. Ça augmente les contraintes sur la rotule, sur son trajet. Ah oui, je vois. Et c'est souvent un facteur déclenchant ou aggravant pour le fameux syndrome fémoro-patellaire. Cette douleur autour de la rotule. C'est ça, cette douleur assez diffuse, souvent derrière ou autour, qui est typiquement liée à un mauvais guidage de la rotule pendant la flexion ou l'extension. Donc la position du bassin a un impact direct. Et ce centrage musculaire dont on parle tant en Pilates, comment ça aide le genou plus précisément? Alors, le centrage, ce n'est pas que les abdos profonds, hein. C'est aussi l'idée d'activer de manière très coordonnée les muscles qui entourent directement l'articulation du genou. Je pense aux quadriceps, devant la cuisse, et aux ischio-jambiers, derrière. Mhm. Un bon équilibre de force et d'activation entre ces muscles est crucial pour que le genou reste stable pendant l'effort, pour qu'il travaille bien dans son axe, sans partir sur les côtés, sans compenser. Stott Pilates insiste beaucoup sur ce contrôle fin pour gérer les forces qui traversent le genou, la compression, le cisaillement. D'accord. Et c'est là, j'imagine, que les équipements Pilates entrent en jeu. Le réformeur, par exemple, avec ses ressorts, ça doit aider à gérer ses forces. Précisément. Le réformeur, c'est un outil formidable pour ça. On peut ajuster la résistance des ressorts de manière très fine. Ça permet un renforcement progressif, très contrôlé, mais ça aide aussi à guider le mouvement. Et surtout, ça améliore la proprioception. La proprioception, c'est la conscience de notre corps dans l'espace, c'est ça? Exactement, c'est notre GPS interne en quelque sorte. Savoir où est notre genou, comment il bouge, même sans le regarder. C'est essentiel pour qu'il puisse réagir vite et bien aux petits déséquilibres, pour éviter les entorses, les faux mouvements. D'accord. Et l'approche Stott est très analytique là-dessus. On observe finement le mouvement, on repère les petits déséquilibres, par exemple, est-ce que la partie interne du quadriceps travaille autant que la partie externe, et on utilise les exercices, sur réformeur ou autre, pour corriger ça de façon ciblée. Avec l'idée que ça se transfère ensuite? Attention. Très clair. Alors passons à Florence Kendall. Vous disiez une pionnière de l'analyse posturale. Oui, Florence Kendall, c'était une kinésithérapeute américaine, une sommité. Son livre Muscles, Testing and Function est une référence absolue. Son approche était basée sur une évaluation extrêmement rigoureuse. Rigoureuse comment? Elle s'est beaucoup intéressée aux chaînes musculaires, comment les muscles interagissent, les agonistes, les antagonistes, les synergistes. Pour comprendre l'origine des douleurs, des limitations, elle a développé des protocoles très précis qui combinent plusieurs choses. L'observation fine de la posture, Statique. statique mais aussi dynamique pendant le mouvement. Et puis elle utilisait systématiquement le test musculaire manuel, le MMT, Manual Muscle Testing.
c'est-à-dire évaluer la force d'un muscle spécifique. Exactement, de manière très analytique, pour voir s'il fait bien son travail, s'il n'est pas trop faible ou au contraire trop tendu. Et vous avez un exemple de lien qu'elle faisait entre un déséquilibre musculaire et un problème de genou. Un exemple très classique, c'est l'équilibre au sein même du quadriceps. Il a plusieurs chefs, plusieurs parties, notamment le vaste médial à l'intérieur de la cuisse et le vaste latéral à l'extérieur. Oui, Si le vaste médial est faible, ou s'il s'active mal par rapport au vaste latéral, la rotule peut avoir tendance à être tirée un peu trop vers l'extérieur quand on plie le genou. ah, le fameux mal-tracking rotulien. Voilà, le mauvais guidage. Et comme on disait, c'est souvent une source de douleur, le syndrome fémomo-patellaire. Kendall montrait comment repérer ce déséquilibre précis avec ses tests et surtout comment le relier à la posture globale de la personne. Pour elle, c'était vraiment un triptyque indissociable. Posture, force musculaire et fonction. Et là, on voit bien la complémentarité avec Stock Pilates. Si je comprends bien, on pourrait utiliser les outils d'évaluation très pointus de Kendall pour dire « Ah, attention, chez cette personne, il y a une faiblesse du vaste médial ». Mhm. Et ensuite, utiliser les exercices Stock Pilates, peut-être sur le réformeur, avec une résistance adaptée, pour cibler spécifiquement le renforcement de ce muscle-là. C'est tout à fait ça. Le diagnostic précis de Kendall vient vraiment informer, guider la stratégie de correction qu'on va mettre en place avec les outils dynamiques de Stott. C'est là que la synergie est puissante. D'accord. Kendall insistait aussi beaucoup sur l'importance de l'adaptation posturale, comment on s'ajuste à la gravité par exemple, et sur la proprioception, comme en Stott Pilates d'ailleurs. Elle voyait vraiment le genou comme un pivot biomécanique essentiel mais aussi vulnérable, surtout avec nos vies modernes. Oui, entre la sédentarité et les sports parfois intenses. Exactement, il est très sollicité. Ce qui nous ramène à notre question centrale, pourquoi ce placement précis du genou est si stratégique ? Qu'est-ce qui se joue vraiment quand on demande de garder le genou aligné? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. D'abord, il faut penser à la structure même du genou. C'est une articulation qui permet principalement la flexion-extension, comme une charnière, oui, mais elle permet aussi une petite quantité de rotation, surtout quand le genou est fléchi. D'accord. Cette mobilité est utile, elle permet l'adaptation au terrain, par exemple, mais elle rend aussi l'articulation plus vulnérable si l'alignement n'est pas contrôlé. Et l'alignement correct, c'est quoi? Idéalement, c'est quand le centre du genou reste à peu près au-dessus du centre de la cheville et dans l'axe de la hanche, vu de face ou de côté. Cet alignement permet de répartir les forces, le poids du corps, l'impact du sol, de manière harmonieuse sur les surfaces articulaires, le cartilage, les ménisques et aussi sur les ligaments qui stabilisent le tout. Et si cet alignement n'est pas là, si les genoux rentrent vers l'intérieur en fléchissant, ce que vous appeliez le valgus dynamique? Alors là, les conséquences peuvent être importantes, surtout si c'est répétitif. Ce valgus dynamique, où les genoux plongent vers l'intérieur, ça crée une surcharge sur la partie interne du genou, le compartiment médial, et ça met en tension les structures externes, comme le ligament latéral externe. Mhm. À l'inverse, des genoux qui partent vers l'extérieur, en parenthèse le varus, ça surcharge plutôt le compartiment externe. Et à long terme? À long terme, ces contraintes qui sont mal réparties, asymétriques, ça peut user prématurément le cartilage, c'est l'arthrose, ça peut aussi irriter les tendons autour du genou, causer des tendinopathies, ça fatigue les muscles de manière inégale, bref, ça augmente le risque de douleurs chroniques et de blessures, y compris ligamentaires. Donc, bien aligner son genou, c'est d'abord le protéger. Mais vous disiez que ça améliorait aussi l'efficacité du mouvement, la performance. Absolument. Il faut voir le genou comme un maillon crucial dans la chaîne cinétique, la chaîne de transmission des forces entre le sol et le tronc. D'accord. Si ce maillon est stable, bien aligné, alors la force produite par les muscles puissants de la hanche et du tronc peut être transmise efficacement vers le pied pour propulser le corps, ou inversement, l'impact du sol peut être mieux absorbé et contrôlé en remontant. On gaspille moins d'énergie. Exactement. Plus d'efficacité, moins de déperdition d'énergie et souvent une meilleure activation des muscles stabilisateurs du tronc, le fameux centre. La coordination générale s'en trouve améliorée et on limite les compensations inutiles ailleurs dans le corps. Et j'imagine que sur certains appareils pilates, comme la chair, qui est réputée pour challenger l'équilibre, Ah oui, cet alignement du genou devient encore plus critique. tout à fait. Sur la chair ou même sur le barrel dans certaines positions, l'instabilité est plus grande qu'au sol ou sur le reformer. Maintenir un bon contrôle de l'alignement du genou dans ces conditions, ça demande beaucoup plus aux muscles stabilisateurs. Et surtout, ça demande une excellente proprioception. Le GPS interne. Voilà.
Il faut être capable de sentir la moindre déviation et de la corriger instantanément. C'est là qu'une approche intégrée, qui utilise l'analyse fine type Kendall pour personnaliser le travail sur les appareils STOTS, prend tout son sens. On travaille vraiment sur la qualité du contrôle moteur. Pour aller un peu plus loin dans la compréhension, sans faire un cours d'anatomie complet, rappelons juste que le genou, c'est la rencontre de 3 os. Le fémur en haut, le tibia en bas et la rotule devant. Et tout ça est tenu par des ligaments costauds, les croisés, les latéraux. Oui, ces ligaments sont essentiels pour la stabilité passive, mais le mouvement lui-même, ce n'est pas une simple rotation autour d'un axe fixe, c'est plus complexe. Il y a un jeu de roulement et de glissement entre le fémur et le tibia pour que l'articulation reste bien congruente, bien emboîtée, dans toute l'amplitude. Mhm. Et la rotule aussi, elle doit glisser de manière fluide dans son rail sur le fémur. Tout ça demande un contrôle musculaire extrêmement fin, notamment des quadriceps et des ischio-jambiers, pour que le mouvement soit harmonieux et que les contraintes soient bien réparties. Et Florence Kendall, comment elle observait ça concrètement? Elle avait une méthode? Oui, elle avait un protocole assez standardisé. Elle utilisait des repères anatomiques fiables, des points osseux qu'on peut palper facilement. Mhm. Sur la hanche, le grand trochanteur, sur le côté du genou, l'épicondyle latéral, à la cheville, la malléole externe. D'accord. En regardant l'alignement de ces points, d'abord debout, de face et de profil, puis sur une seule jambe, ce qui est beaucoup plus révélateur des faiblesses, elle pouvait détecter des déviations. Un varus, un valgus, un genou trop fléchi, flexum, ou au contraire en hyperextension récurvatum. Et elle ne se contentait pas de regarder la personne immobile? Non, surtout pas. L'analyse dynamique était clé pour elle. Observer ce qui se passe pendant un mouvement fonctionnel simple, comme un squat ou une descente de marche. Est-ce que le genou reste bien aligné au-dessus du deuxième orteil? Ou est-ce qu'il plonge vers l'antérieur? Le fameux valgus dynamique. Exactement. C'est souvent le signe d'une faiblesse des muscles stabilisateurs de la hanche, comme le moyen fessier, ou d'un mauvais contrôle neuromusculaire. Et ensuite, elle faisait le lien entre ses observations visuelles et les résultats de ses tests musculaires manuels pour identifier précisément quel muscle était en cause. Et là, on comprend vraiment bien comment ces observations très précises peuvent guider le travail en pilates, si on repère sur valgus dynamique chez quelqu'un. On sait qu'il faudra probablement renforcer ces rotateurs externes de hanche, et on peut choisir des exercices spécifiques sur reformer, sur chair ou même au sol, pour faire ça de manière contrôlée et consciente. C'est exactement l'idée. La rigueur de l'analyse, à la Kendall, donne une sorte de feuille de route très personnalisée pour rendre le travail en pilates encore plus efficace et surtout plus sécuritaire pour les genoux fragiles. Parlons justement de cet alignement optimal. Si on devait le décrire simplement, en position neutre, debout, Alors idéalement, si on regarde de côté, il faudrait qu'une ligne à peu près verticale passe par le grand trochanter, le point osseux sur le côté de la hanche, juste derrière la rotule ou par l'épicondyle latéral du fémur, le point sur le côté externe du genou, et légèrement en avant de la malléole externe, l'os de la cheville. d'accord, et de face? De face, la rotule devrait regarder droit devant, et le genou ne devrait idéalement ni partir vers l'intérieur, valgus, ni vers l'extérieur, varus. Bon, il y a des variations anatomiques individuelles, bien sûr, mais c'est l'idée générale. Et cet alignement dépend de quoi? Des os seulement? Non, pas seulement. Il dépend énormément de l'équilibre des forces musculaires tout autour. La balance entre les différents vastes du quadriceps, entre les quadriceps et les ischio-jambiers, le rôle crucial des muscles de la hanche, notamment les fessiers. Et puis il dépend aussi de la qualité du contrôle neuromusculaire, cette connexion entre le cerveau et les muscles. Et bien sûr, le genou ne flotte pas dans l'air. Il est lié à l'alignement de la hanche au-dessus et de la cheville en dessous. C'est un ensemble. Mais alors, si cet alignement idéal est perdu, quel est l'impact sur le reste du corps? Est-ce que ça peut créer des réactions en chaîne? Ah oui, absolument. Un désalignement ou un dysfonctionnement au niveau du genou ne reste quasiment jamais isolé. Ça a des répercussions à distance. Par exemple? Par exemple, un valgus persistant des genoux peut être associé à ou entraîner une bascule du bassin vers l'avant, une antéversion, ce qui, à son tour, va modifier la courbure lombaire, augmenter la lordose et potentiellement créer des tensions ou des douleurs dans le bas du dos. D'accord. Et dans l'autre sens? Oui, l'inverse est vrai aussi. Un pied plat ou une faiblesse des muscles de la hanche peut très bien se manifester par une douleur ou un mauvais alignement au niveau du genou. Le genou est souvent la victime d'un problème qui vient d'ailleurs. Et au-delà de l'impact sur la structure, sur les os, les muscles, ça a d'autres conséquences? Oui, ça perturbe la proprioception globale, notre fameux GPS interne. Le cerveau reçoit des informations moins précises sur la position et le mouvement, ce qui rend les ajustements posturaux moins efficaces.
D'accord. D'un point de vue cinétique, la façon dont les forces traversent le corps est modifiée. Certaines zones vont être surchargées de manière chronique, des tendons qui s'enflamment, du cartilage qui s'use plus vite, l'absorption des chocs est moins bonne, la transmission de l'énergie aussi, ça peut mener à une fatigue musculaire plus rapide et à l'apparition de schémas de compensation parfois assez complexes et loin du genou lui-même. Ça va même jusqu'à affecter la façon dont notre cerveau contrôle les mouvements. Oui, tout à fait. Face à une instabilité, une douleur ou un désalignement, le système nerveux central peut adopter des stratégies motrices différentes. Parfois, il va chercher à verrouiller l'articulation en augmentant la cocontraction, c'est-à-dire en contractant simultanément des muscles opposés. Ce qui n'est pas très efficace. Non, ça rend le mouvement moins fluide, plus coûteux en énergie. Ou alors, on peut observer des retards d'activation de certains muscles stabilisateurs clés. Tout ça rend l'exécution des exercices, même des exercices de pilates qui visent justement le contrôle, plus difficile et moins bénéfique. Ça montre bien qu'il faut vraiment avoir une approche systémique, voir le corps comme un tout interconnecté. Agir sur le genou, c'est souvent agir sur bien plus que le genou. Passionnant. Alors, venons-en à l'application très concrète. Sur les différents appareils Stott Pilates, comment on gère spécifiquement ce placement du genou? Commençons par le mat work et le réformeur peut-être. Oui, le mat work, le travail au sol, c'est souvent la base. C'est là qu'on développe la conscience corporelle fondamentale, qu'on apprend à sentir et à recruter les muscles profonds du centre sans la complexité ajoutée de l'appareil. C'est essentiel pour préparer le travail sur machine. Et le réformeur ensuite. Le reformeur, c'est vraiment l'outil roi pour travailler l'alignement de l'axe hanche-genou-cheville de manière très contrôlée. Grâce au ressort, on peut ajuster la charge pour solliciter les muscles juste ce qu'il faut. Le chariot mobile demande une stabilisation constante. On peut vraiment corriger les déviations en douceur, travailler sur la trajectoire du genou et affiner la proprioception grâce au feedback que donne l'appareil. C'est une excellente combinaison. Mat work puis reformeur pour construire une base solide. D'accord. Et sur des appareils peut-être un peu plus avancés, comme le Cadillac ou la chair? Alors le Cadillac, avec sa grande structure, ses barres, ses ressorts qu'on peut accrocher un peu partout, ils permettent d'isoler certains mouvements de manière très précise. On peut travailler en chaîne ouverte, quand le pied n'est pas en appui, ou en chaîne fermée. On peut vraiment se concentrer sur le contrôle fin de la trajectoire du genou pendant que le reste du corps est bien stabilisé. C'est très utile pour un travail analytique. Et la donut chair? La donut chair, elle, c'est différent. Elle est intrinsèquement plus instable, avec sa pédale mobile. Elle challenge énormément les muscles stabilisateurs, pas seulement du genou, mais de toute la chaîne. Hanche, tronc. Les exercices sur la chair ressemblent souvent plus aux mouvements fonctionnels de la vie quotidienne. Se lever, monter une marche. C'est excellent pour travailler la force utile et pour apprendre à gérer des déséquilibres contrôlés. Et le lien avec Kendall est fort ici. Oui, sur ces deux appareils, on peut vraiment appliquer les principes de Kendall. Si l'évaluation a montré une faiblesse spécifique, par exemple des ischio-jambiers ou des fessiers, on peut choisir des exercices sur Cadillac ou sur chair qui vont cibler très précisément ces muscles en veillant constamment à maintenir l'alignement optimal du genou. Reste le barrel, ou les barrels, avec leur forme arrondie. Oui, les barrels, il y en a de différentes tailles, sont particulièrement intéressants pour travailler la mobilité en flexion et en extension du genou, mais en déchargeant l'articulation. La forme convexe du barrel offre un soutien qui permet de guider le mouvement, de respecter la cinématique naturelle du genou, ce roulement-glissement dont on parlait, et de réduire les contraintes de compression. C'est souvent très apprécié quand il y a une certaine fragilité articulaire. Le travail sur les différentes surfaces du barrel, parfois inclinées, permet aussi de solliciter le contrôle musculaire sous différents angles par rapport à la gravité, tout en intégrant le contrôle du centre et la respiration. Mais même là, dans ce contexte plus doux, la rigueur sur l'alignement, inspirée de Kendall, reste primordiale pour garantir la sécurité et l'efficacité du travail. Si on devait synthétiser maintenant les grands bénéfices de cette approche qui combine l'analyse de Kendall et la pratique Stott Pilates en se focalisant sur le genou, qu'est-ce qu'on retiendrait? Je dirais plusieurs choses clés. Premièrement, une bien meilleure capacité à identifier précisément les désalignements du genou et surtout les déséquilibres musculaires qui en sont souvent la cause profonde. D'accord. Deuxièmement, une compréhension beaucoup plus fine des interactions entre le genou, la hanche, la cheville et même le tronc. Voir le genou non pas comme une pièce isolée, mais comme un élément d'un système postural global. Une vision holistique, en somme. Exactement.
Une vision holistique qui intègre la biomécanique, le contrôle moteur, la conscience corporelle. Et le bénéfice majeur qui découle de tout ça, c'est la possibilité de personnaliser de manière très fine les programmes d'exercice Pilates. On ne fait plus du prêt-à-porter, on fait du sur-mesure, basé sur une analyse individuelle. C'est ça le vrai plus. Pour moi, oui, ça transforme le Pilate. D'un excellent système de conditionnement physique général, on passe à un outil potentiellement très puissant de rééducation neuromusculaire ciblée ou de prévention très pointue. Alors, pour revenir à notre question initiale, ce travail précis sur le genou, comment est-ce qu'il optimise à la fois la performance et la prévention des blessures ? Pour la performance, c'est assez direct. Un genou qui est stable et bien aligné, c'est un pivot mécanique efficace. Ça permet une meilleure transmission des forces. Concrètement, ça veut dire plus de puissance dans les jambes, plus d'endurance et une meilleure économie de gestes. On se fatigue moins pour le même résultat. Et pour la qualité du mouvement ? La maîtrise fine de l'articulation, ce contrôle neuromoteur amélioré, ça se traduit par une meilleure coordination, plus de fluidité. C'est essentiel pour réussir les exercices pilates les plus complexes, mais ça se transfère aussi très bien au sport, à la danse ou simplement à l'aisance dans les gestes du quotidien. D'accord. Et côté prévention alors ? Là, c'est peut-être encore plus important. En identifiant et en corrigeant les facteurs de surcharge comme le valgus dynamique, le mauvais alignement, on arrive à mieux répartir les contraintes sur les cartilages, les ménisques, les tendons. On limite l'usure. On limite l'usure, oui, et on réduit les microtraumatismes répétés qui, à la longue, peuvent déclencher des pathologies chroniques comme les tendinites, les syndromes rotuliens ou même accélérer l'arthrose. C'est de la prévention primaire. Mais c'est aussi crucial en prévention secondaire, après une blessure, pour éviter les récidives. En renforçant la stabilité et la conscience. Exactement. En améliorant la connexion entre le contrôle du centre et la stabilité périphérique du genou, on renforce cette fameuse proprioception. Le corps devient plus intelligent, plus capable de s'auto-corriger face aux imprévus. Et ça, c'est la meilleure assurance contre les nouvelles blessures. Mais la clé, j'insiste là-dessus, c'est vraiment l'individualisation basée sur une analyse sérieuse au départ. Alors, pour conclure sur notre interrogation de départ, maillon faible ou clé de voûte, il semble que le genou puisse être les deux. Il peut être une source de problème s'il est négligé ou mal aligné, mais grâce à une approche attentive, rigoureuse, comme celle qui combine l'analyse de Kendall et la pratique intelligente de Stott Pilates, on peut vraiment en faire une clé de voûte de notre posture, de notre mouvement et de notre bien-être articulaire. L'objectif, c'est bien ça, une efficacité qui dure, qui préserve notre capital santé. C'est tout à fait ça. Et le champ d'exploration est encore vaste. La recherche scientifique pourrait nous aider à affiner encore notre compréhension, avec des études sur le long terme, des analyses biomécaniques plus poussées, avec l'électromyographie par exemple. Et sur le terrain ? Sur le terrain, cliniquement, on peut imaginer développer des outils d'évaluation encore plus précis, peut-être intégrant des capteurs portables pour avoir un feedback en temps réel pendant les exercices. On peut aussi affiner des protocoles spécifiques pour différentes populations, les seniors, les sportifs de haut niveau, les personnes atteintes de certaines pathologies. Et puis, bien sûr, continuer à renforcer les ponts entre les différentes professions, les kinésithérapeutes, les coachs pilates, les médecins du sport, les ostéopathes. L'interdisciplinarité est essentielle. Absolument. Et pour finir, peut-être une petite réflexion à emporter avec soi. Au-delà des séances d'exercice, quelle attention est-ce qu'on porte vraiment, au quotidien, à l'alignement de nos genoux ? Quand on marche, quand on monte un escalier, quand on se lève d'une chaise, même quand on est juste debout. Est-ce qu'on y pense ? C'est une bonne question. Et si cette simple prise de conscience, cette attention portée à ce détail qui n'en est pas un, cultivée jour après jour, pouvait être une des clés pour préserver notre mobilité, notre confort, notre bien-être sur le très long terme ? Voilà, matière à réflexion.